Le lendemain, je retournai chez l'empereur. Il venait de recevoir les notions les plus positives sur les dispositions des esprits à la Chambre des députés. On les lui avait donné, sans doute, avec raisonnement, car il ne me paraissait pas convaincu que la résolution de prononcer son indication fût décidée. Mais on ne m'avait pas ménagé les paroles. J'arrivai près de lui, bien convaincu qu'il n'avait d'autre parti à prendre que de descendre encore une fois du trône. Je lui donnai tous les détails que je venais de recevoir. Et je ne pensais pas celui conseiller de prendre le seul parti qui fût digne de lui. Il m'écoutait d'un air sombre et quoiqu'il fût jusqu'à un certain point maître de lui, l'agitation de son âme et toute l'horreur de sa position éclataient sur son visage et dans ses mouvements. Je sais, lui dis-je, que votre majesté peut encore tirer l'épée. Mais avec qui et contre qui? Le bâtiment a crasé tous les courages. L'armée est encore dans les plus grands désordres. Il n'y a rien à attendre à Paris. Le coup d'état du 18 première ne peut plus se renouveler. Cette pensée éloigne mon âme, me dit-il en s'arrêtant. La pauvre France! Dans ce moment, essaie entreront et lui fait son tableau fidèle de l'irritation des députés, l'engageront à envoyer son abdication. La mort lui paraissait préférable. Quelques mots préférés, nous annoncerons. Cependant, il se décida. Ce grand acte consommé, il resta calme pendant toute la journée. Dans des conseils sur la position pouvait prendre l'armée sur la marche à suivre dans les négociations avec l'ennemi. Et il insista surtout sur la nécessité de proclamer son fils empereur. Dans l'intérêt de cet enfant, qui par la nécessité de rallier l'énergie des sentiments et des affections sur une seule tête. Malheureusement, personne ne voulut l'entendre. Des hommes, des sens et du courage se rallieront à cet avenir dans les deux chambres. Mais la peur dominait la majorité. Et parmi ceux qu'elle n'avait pas éteints, plusieurs pensions que l'éclatante manifestation de la liberté et la résolution de la défendre à tout prix feraient reculer à l'ennemi était bon. Étrange illusion de la faiblesse et de l'expérience y fausse pendant la respecter car elle avait su ce dont l'amour de la patrie, mais tout en excusant, pouvait-on la justifier? La population de la capitale avait repris son attitude habituelle d'énergie la plus complète, avec la résolution de crier « Vive le roi !» S'il arrivait bien escorté, car on ne peut tenir compte de la 30e partie des habitants qui demandaient des armes ou qui se prononçaient avec ardeur contre les retus de la famille abandonnée. Les 23. Je retournai à l'Élysée. L'empereur était dans son bain depuis 2 jours. Il dirigea lui-même l'entretien sur l'Asie qu'il devait choisir. Et il me parla des États-Unis. Je repoussai cette pensée pour le mouvement, sans réflexion, et avec une vivacité qui le surprit. Et pourquoi pas l'Amérique, me dit-il. Parce que Moreau s'y est retiré, lui dis-je. Ce mot était dur, et je ne me consolerai jamais de l'avoir prononcé. Si, quelques jours après, je n'avais pas changé d'avis. Il le reçut, sans humeur apparente, mais je ne doute pas qu'il n'ait fait sur lui une impression fâcheuse. J'insistais pour le choix de l'Angleterre, et les raisons qui lui ont données me paraissaient impossibles. Mais, en le quittant, j'ai rencontré le général F. dans le salon, et qui je fis part de l'entretien. Vous vous êtes trompé, me dit-il. Sur le gouvernement anglais, toutes les institutions sont excellentes pour la nation, mais les étrangers ne sont point admis à jouir de leurs bienfaits.
L'empereur ne trouvera dans ces pays qu'oppression, injustice. La nation ne sera point consultée sur le traitement qu'on lui fera subir. Et je vous prédis que, loin de trouver protection, il n'y aura pas d'outrage qu'on n'invente peut se venger. Ces réflexions me frapperont et j'ai prié F de les lui communiquer. Il m'était cependant difficile de les admettre sans restriction. J'ai conçu bien que le gouvernement anglais crut devoir à la sûreté de l'Europe d'éloigner l'empereur de toutes les communications avec ses nombreux partisans, mais la condamner au plus long et plus affreux des supplices, épuiser sur sa personne tous les genres de barbarie, en inventer inconnu au plus affreux tyran, car comment donner un autre nom à cette privation insupportable de toute relation avec la civilisation? Elle est l'espèce humaine, la séparer de sa femme, de son enfant. Elle est privée même de la consolation de ne voir des nouvelles. Voilà ce que tout homme d'honneur n'aurait pas pu penser. Après une telle conduite, il est permis de supposer qu'il y a dans cette nation, c'est estimable d'ailleurs, une sécheresse de cœur et une absence totale d'humanité et d'élévation quand son orgueil est blessé.